dos, tres, cuatro, clap. Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Introduction à ChatGPT. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour des raisons organisationnelles, on va la faire en deux parties. Donc, moi, je vais d'abord commencer par introduire un peu le contexte de données et d'ingénierie de données qui est nécessaire pour qu'une intelligence artificielle existe. Et ensuite, à 16 heures, il y aura une deuxième présentation de Clément qui va parler de comment ChatGPT fonctionne exactement. Donc moi, je vais un peu parler du contexte de données en fait, des prérequis nécessaires pour que ChatGPT puisse exister. Voilà, juste pour info. Donc c'est un peu deux parties. Et moi, je fais la première. Voilà. Et donc le contexte en général. Donc on a eu d'abord, on a eu la révolution industrielle avec tout plein de machines qui ont été inventées. En faisant des recherches hier, je suis tombé sur un petit, une citation que la machine à laver a changé le monde plus qu'Internet. C'est un truc à débattre, mais je ne sais pas si c'est juste. C'est Han Jun-chang, un économiste de Corée du Sud. Parce qu'au final, ça a fait gagner énormément de temps à la population. Et Internet, pour le moment, c'est plutôt, on va dire, on l'utilise plutôt pour se divertir. En fait, c'est le but et pour communiquer. Mais voilà, je trouvais ça marrant en trouvant ça, c'est juste pour ça que je l'ai mentionné. En fait, on va dire, je sais pas, 30, 40 dernières années, on est tombé sur un peu l'ère du numérique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? On a eu tendance à automatiser des tâches répétitives, souvent administratives, et ça nous a donné des nouvelles possibilités. Et j'ai un peu résumé ça en disant c'est l'accès à l'information est devenu beaucoup plus simple. On peut accéder à des films, à de la musique, à des livres, à des archives, et ça nous permet de communiquer. C'est un peu pour moi ce qui est un peu l'essence de cet âge numérique qu'on a en ce moment. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a eu pour le moment, c'était toujours quelqu'un qui va décrire à la machine qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire ces choses, et ensuite la machine, elle exécute exactement ce qu'on lui a dit de faire. Et maintenant, on a l'émergence des intelligences artificielles où on commence à se demander, ouais, mais peut-être que maintenant, c'est plus seulement les tâches répétitives qui sont automatisées, c'est peut-être maintenant le travail cognitif, inventer des idées, etc. C'est un peu ça les questions qu'on se pose. Et du coup, pour un peu greffer ça au thème de la semaine, est-ce qu'avec les intelligences artificielles, on va se diriger vers une utopie ou vers une dystopie ? Et pour un peu comprendre ça ou avoir une idée de vers où on va, en fait, on vous propose de un peu décrire comment ça fonctionne. En gros, comment les intelligences artificielles fonctionnent, comment le monde des data, des données fonctionne. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée si les choses vont vers une utopie ou non. Voilà. Et ouais, n'hésitez pas à poser des questions, commentaires, etc. Comme d'habitude. Ça se passe souvent bien ici avec les questions. Du coup, alors, ouais. Donc, tu ne vois que dans la révolution numérique que des nouvelles possibilités et pas des pertes de... Non, je vais venir avec les... Là, oui, j'ai cité le positif, mais je vais en venir au problème. Oui, j'ouvre un peu aux possibilités, mais oui, il y a une liste de problèmes aussi que ça pose, oui, bien sûr, oui. Et sinon, juste un terme technique, parce que j'ai l'impression que tu vas prononcer de nombreuses fois le mot intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on utilise en français les mêmes mots qu'en anglais, alors que le sens est différent. Enfin, intelligence en anglais a un sens différent de l'intelligence en français. Et j'ai l'impression que ça crée une confusion, parce que le mot en français, il donne le sentiment qu'on peut faire une intelligence au sens de l'intelligence humaine artificielle. Alors que... Mais en anglais, il y a aussi ce sens-là. Il y a le mot, il y a le sens intelligence dans le sens des informations des agents secrets. Il y a avoir de l'intelligence de l'information. Je ne sais pas si c'est ce sens auquel tu as pensé, mais il y a aussi le sens
Ouais, intelligence Et plus c'est ou pas moins. tout à fait le même sens. Il y a pas il y a différents mots pour l'esprit, pour Mhm. et j'ai le sentiment qu'il y a plus. C'est un mot qui est né dans les années 50 Ouais. avec vraiment l'idée de trier des données et pas vraiment faire des tâches de pas très haut niveau. Tu penses vraiment que même en anglais, ça signifie quelque chose de puissant comme une intelligence En tout cas, on emploie le mot intelligence pour une personne aussi. Ouais. Ouais, pour moi c'est assez similaire. Ouais. Peut-être qu'il y a des nuances, mais ça va. Globalement, je l'aurais traduit comme ça aussi. Il y a pas mal de mots où j'ai eu du mal à les traduire proprement en français, je dois dire. Ça, on va en avoir, ouais. Parce que je fais mes recherches en anglais et je traduis ensuite. Par exemple, ChatGPT. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? C'est bon, il y aura surtout Clément qui va parler de ça, mais en fait GPT c'est un algorithme d'intelligence artificielle et ChatGPT du coup c'est en fait l'idée d'exposer cette intelligence artificielle dans un chat. Vous connaissez le chat, il y a des chats WhatsApp, SMS, etc. En fait de permettre à un humain de communiquer avec l'intelligence artificielle en s'envoyant des messages en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé ChatGPT. C'est le nom du logiciel. Oui, c'est le nom, comment il le... Ouais. Ça ne veut pas dire quelque chose, c'est le nom qu'on a donné à ce truc qu'on a fabriqué. Voilà. C'est pas un acronyme. Ouais, GPT, c'est un acronyme, mais je pense que Clément, on va pouvoir dire ce qu'il veut dire cet acronyme. Moi, je me greffe un peu sur le avant Clément. J'ai introduit Clément. Mais ouais. Donc du coup, voilà. Donc en fait, ouais, comme dit, moi, je vais partir... je parlais du data engineering, de l'ingénierie de données. Je suis de ce domaine-là et donc, ouais, j'avais envie de partager ça. Comme j'ai eu l'opportunité d'introduire le discours de Clément. Et donc, je commençais par en fait parler de données en général. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, je peux faire comme ça. En fait, la notion de donnée, qu'est-ce que c'est en fait, une donnée? En fait, ça, par exemple, ça c'est une photo d'un texte ancien grec. Et ça peut aussi être considéré comme une donnée, dans le sens que, en fait, une donnée, c'est un fait, c'est quelque chose de collecté et de stocké dans un but de l'accéder dans le futur. Et le but, c'est que ça reste inchangé. Mais en fait, la donnée, donc data en anglais, c'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui n'est pas interprété. C'est quelque chose juste sans faire de l'interprétation, c'est juste quelque chose, des données brutes, c'est juste quelque chose qu'on a collecté et on n'en a rien fait avec pour le moment, c'est juste quelque chose d'objectif qui va rester, qui est objectif en fait, qui est clair, qui a un seul sens, qui n'est pas interprété. Et ça, il faut faire la différence entre les données et l'information. Parce qu'en fait, si on a les données et qu'on les interprète, c'est à ce moment-là en fait qu'on a de l'information. Et en fait, on peut aussi dire que l'information, c'est rajouter une opinion aux données. C'est en fait quand on donne du contexte, quand on applique un certain modèle d'interpréter les données, que ça devient de l'information. Voilà, en fait, c'est ça un peu la différence. Et donc, qui dit interprétation, qui dit opinion, dit aussi subjectivité. Et en fait, les intelligences artificielles et le data engineering, ça se base sur de l'information. Donc, forcément, toujours sur quelque chose qui est interprété par l'homme, en fait, avant. Donc, voilà. Et là, j'ai un petit exemple de white noise, donc c'est quoi en nouveau du bruit de fond. Donc ça, souvent on peut prendre ça comme
comme l'exemple même de la donnée non interprétable. On n'a aucun sens avec ça, a priori. Mais en fait, je peux vous montrer quelque chose, si ça marche. Ça dépend toujours justement du contexte qu'on se donne. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui utilise YouTube comme espace de stockage gratuit. En fait, il convertit ses fichiers en trucs comme ça, en ce qui apparaît de la white noise pour avoir un Dropbox gratuit, quoi. Et donc, en fait, ça dépend toujours du contexte, de ton point de vue, de ton modèle, si quelque chose, c'est une information ou non. Si tu ne connais pas le contexte, c'est rien, c'est du chaos, c'est du gibberish, ça ne te sert à rien. Mais en connaissant ça, tu peux décoder cette séquence d'images et le retransformer en son fichier qu'il a uploadé. Donc, voilà. Tu dirais que ça, c'est comme un truc crypté? Oui, ça va un peu dans cette direction, en fait. Si on a la bonne technique. Oui, c'est ça, en fait. On voit apparaître des trucs. Voilà, oui, en fait, oui, on va avoir un fichier qu'on peut télécharger et qu'on peut ouvrir, etc. Et c'est un peu, oui, on pourrait aussi un peu dire en fait que crypter des données, chiffrer des données, c'est un peu enlever le contexte de données et du coup les rendre inutilisables. Et c'est toi qui détiens la clé pour les re-rendre utilisables en fait. Moi, ça va un peu dans cette direction aussi. Ouais. J'ai une question, en fait, j'ai pas trop compris, en fait, comment, en fait, qu'est-ce qui est payant, en fait, il fait un truc pour, en fait, qu'est-ce que ça veut un peu dire, pourquoi il le fait comme ça pour que ça soit gratuit, en fait, qu'est-ce qui est gratuit? En fait, YouTube te laisse uploader des vidéos gratuitement. C'est le business model de YouTube, c'est tu uploads ta vidéo gratuitement et YouTube va afficher des publicités à tout le monde qui veut voir ta vidéo. Il va d'abord montrer une pub et comme ça, YouTube se fait de l'argent. Et donc, l'idée de YouTube, c'est de montrer des vidéos qui sont intéressantes à regarder comme ça, pas un truc comme ça. Donc, en fait, il a un peu hacké le système, si tu veux. Mais c'était aussi on va dire un proof of concept. C'est facile. Si ce genre de truc, ça s'appliquerait à grande échelle, YouTube le bloquerait. Hein. C'est pas, c'est pas un truc que vous pouvez. Enfin, voilà, si on le fait tous, je pense que YouTube il bloquera ce genre de choses. L'idée, c'est que normalement, pour uploader des données, pour garder des données, c'est payant sur Internet. Oui, voilà. Imagine que tu as plein de musique ou tu as plein de choses sur ta clé USB, tu veux les stocker dans ton ordinateur, c'est payant sur Internet. Voilà. Tu payes une mémoire en fait. Oui, tu payes en fait l'espace de stockage des données. C'est comme si tu avais un carton et tu fais remplir cette pièce-là, et quelqu'un te loue cette pièce-là pour remplir tes cartons. Sauf que là, ce n'est pas des cartons, c'est des fichiers. Voilà. Mais on prend le disque dur, je sais pas. Ouais, oui, mais justement, ça a un prix le disque. En fait, à la fin, tu payes les disques durs qu'ils ont connectés à Internet pour que tu puisses avoir accès en fait. En fait, c'est pas genre. En fait, il veut pas payer de disque dur. Voilà, c'est ça. Il veut pas payer de disque dur. Il trouve un moyen de stocker ces cartons dans une page forme de YouTube, par exemple. voilà. Et ça, il n'y a que la personne qui l'a mis qui a la clé, entre guillemets. Ouais, plus ou moins. Bon, là, c'est aussi un peu quelqu'un qui s'est un peu vanté. Regardez, j'ai fait ça, c'est trop cool. Et du coup, il l'a montré à tout le monde et il décrit, regardez, j'ai uploadé ça, machin. Donc là, c'est pas secret dans un sens, hein, mais ça pourrait l'être, oui. Parce que a priori, quand on voit un texte chiffré, par exemple, où on a juste des lettres qui veulent rien dire, ça ressemble un peu à ça aussi. Il faut avoir le contexte pour pouvoir comme le déchiffrer et pouvoir l'interpréter. Et là, je trouve que c'était un exemple parlant pour un peu illustrer ça. Voilà. Oui, c'est comme ta première plaque de grec. C'est comme si moi je modifiais toutes les lettres et il n'y a que moi qui sais ce que j'ai modifié. Quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Ça devient une information, c'est moi qui l'interprète. Ouais, justement, les lettres, en fait, si on sait lire l'alphabet grec, c'est de l'information. Ouais. Pour nous, c'est des données sans contexte, du coup, qu'on a du mal à interpréter. On peut voir juste que c'est quelque chose d'ancien, mais sinon, c'est difficile.
Voilà. Voilà, donc. Ouais, je crois que j'avais dit. C'est un peu comme les QR codes en fait. Voilà, ça c'est aussi un truc que voilà. Ça m'a aussi vachement rappelé les QR codes. Si tu veux, en lisant, en voyant juste un QR code imprimé, tu n'arrives en tant qu'humain pas non plus pas de dire ce que c'est. Mais puisque tout le monde a un portable qui sait lire les QR codes, c'est un peu c'est trivial à décrypter si tu veux. En fait, c'est juste un bout de texte en fait qui est. Ouais, voilà. En fait, ce qu'il a fait avec sa vidéo YouTube, c'est comme un gros. En fait, c'est une séquence de QR code si tu veux, dans un certain sens. Ouais. Ouais. Pas de souci. Ouais, tu redis quand tu en as envie. Voilà. Maintenant, quand j'ai introduit le concept de données et d'information, je vais passer à data science, aux sciences de données. Donc, une définition que j'ai trouvée, c'est que c'est l'extraction d'informations exploitables à partir de données brutes. Donc, en fait, justement, c'est le processus à partir de données brutes, en extraire des informations intéressantes. Et cette image, en fait, pour moi, c'est un bon symbole en fait de ce que c'est un peu de travailler en tant que data scientist ou data engineer. Je ne sais pas comment on dit en français, the needle in the haystack un peu. On a l'aiguille dans le tas de foin, un truc comme ça. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc là, si vous voulez, c'est vos données. Et maintenant, il y a quelqu'un qui aimerait bien trouver tous les chats dans ce tas de données. Et comment vous allez le faire? Il y a plusieurs moyens de le faire. Souvent, ça aide d'avoir un contexte. Pardon? Non, je disais qu'on prend une souris. Oui, voilà. En fait, on prend quelque chose qui fait apparaître un peu la donnée qui est un peu cachée dans le tas d'autres choses. Donc typiquement là, ouais, on prend une souris, ou alors je vous dis, indice, le chat est gris. Je ne sais pas si maintenant, c'est un peu difficile maintenant de voir. Il y en a plusieurs des chats, mais il y en a un qu'on voit bien. Et deuxième indice, le chat est vers là. Et troisième indice, il est là. Moi, j'ai l'impression que c'est des déchets, je vois rien. Oui, c'est des petits jouets, quoi. C'est des. Ouais. Mais en fait, ça, c'est un peu traduit comme, par exemple, comme plein de fichiers, genre un peu en désordre et tout. Ouais. On donne un nom à chaque fois à chaque fichier. Là, on a dit un chat, donc on reconnaît mieux Ouais. ce que ça veut dire. Ouais, c'est un peu la métaphore de ça. Et d'ailleurs, après, je vais faire un exemple concret avec des fichiers, à quoi ça ressemble quand je travaille concrètement dans ce genre de choses. Mais oui, c'est exactement ça. Là, c'est une métaphore parce qu'on peut un peu mieux se le représenter si on n'a pas trop l'habitude. Ouais, voilà. Donc en fait, si je voulais, ouais, c'est un peu ça, en gros, le résumé de data science. Trouver des données. Aussi souvent, c'est lier plusieurs bouts d'informations ensemble pour donner un sens à quelque chose. Justement, en vous ayant dit le chat est gris, ça vous a peut-être aidé. Ah, mais il est peut-être là, etc. Genre, c'est souvent trouver des informations de divers endroits et les lier ensemble. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'est le data engineering? Moi, j'ai un peu résumé ça avec c'est la tuyauterie des data scientists. Et donc, c'est le domaine dans lequel je travaille. Et donc, en fait, on pourrait dire que je suis un peu le plombier des data scientists. Donc, en fait, je mets en place tout plein de tuyaux qui font circuler des données, qui mettent des données ensemble et pour à la fin aboutir à quelque chose d'utilisable pour les data scientists pour qu'ils puissent analyser des données. Donc, si vous voulez, je suis un peu le plombier. Voilà, donc souvent, vous pouvez vous imaginer que ça conduit justement à des usines à gaz un peu comme ça, où on a des données qui viennent on a, je sais pas, des centaines de sources de données qu'on met ensemble, et ça devient une espèce de, comme des fleuves, en fait, des ruisseaux qui arrivent à des rivières qui arrivent à des ruisseaux qui arrivent à des fleuves, et ça devient un peu on appelle ça des pipelines de transformation, des tuyaux, si vous voulez.
du coup, j'ai pris cette image. Du coup, si je comprends bien, la data science, c'est l'extraction de données. Et toi, dans cette volonté d'extraire, dans cette volonté d'extraire des trucs exploitables d'informations, Ouais. toi, tu fabriques des conduits. Oui, c'est ça. Je fabrique les conduits et parfois j'extrais aussi les données et je les rends utilisables parce que parfois elles sont pas compatibles entre elles. Justement, par exemple, c'est difficile de joigner des données qui sont écrites sur une pierre à des données qui sont dans une vidéo. Comment est-ce que tu vas dire à un ordinateur mixe-moi ça s'il te plaît, mixe-moi la pierre et la vidéo? Il faut un peu, on va dire, changer les formats et homogénéiser. Ça, c'est aussi beaucoup de travail qui a. Voilà, on va dire, oui, en partie je fais ça, oui, voilà. Ouais. Ensemble avec le data scientist. Après, c'est toujours ça se mélange. Il n'y a pas de frontières strictes. Lui, il fait ci, lui, il fait ça, mais c'est un processus en fait. Et du coup, moi, je fais plutôt la partie plomberie, mais pour pouvoir, on va dire, mettre les tuyaux au bon endroit, il faut savoir quelle information on a envie d'avoir au final. Donc, il faut avoir une idée du but en général. Pour faire ça, tu as quoi dans ta valise comme formation? Je suis en fait ingénieur informatique, donc en fait, j'ai commencé par développer des logiciels classiques, et en fait, c'est un peu une spécialisation, on peut dire. Spécialisation voilà, en fait, c'est à la place d'être un software engineer, un ingénieur logiciel, je suis un ingénieur des données, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est ordinateur. Voilà. Et voilà, du coup, j'en arrive à mon petit exemple. Je ne sais pas si on voit super bien. Donc, je voulais vous montrer sur quoi je travaille. Donc, en fait, l'entreprise pour laquelle je travaille, on a produit un framework, ça s'appelle en français un cadre, merci, un cadre logiciel pour pouvoir faire ce data engineering, on va dire de manière un peu plus simple. C'est un logiciel pour faire du data engineering qui est open source, donc qu'on peut accéder sur Internet gratuitement et essayer. Et on l'utilise pour des clients, pour résoudre leurs problèmes de data science, data engineering. Et du coup, j'ai créé un petit guide de comment démarrer là-dedans, et j'ai créé un petit exemple de data engineering que je voulais vous présenter. On ne le voit pas très bien. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est qu'il y a deux datasets, de sets de données. En fait, le scénario, c'est que vous avez un ami qui s'appelle Tom, qui habite à côté d'un aéroport, et en fait, il aime bien les trains, et il aimerait bien savoir, et il a plein d'amis qui viennent lui rendre visite en avion, et en fait, il aimerait bien savoir combien de ces avions pourraient être remplacés par des trains. Et ça, c'est un peu le scénario exemple. Et donc, pour ça, il y a deux datasets qui sont accessibles sur Internet. Il y en a un, c'est la liste de tous les aéroports avec leur géolocalisation. Donc là, j'ai pris un peu une carte pour symboliser ça. Et là, c'est les différentes relations possibles. Comment on peut aller d'un aéroport à l'autre, lesquelles sont liées. Et ces deux choses ensemble, on arrive au but qu'on symbolise souvent. On parle de l'or, souvent on parle de data mining. Donc je trouvais ça, c'est une image assez prégnante en fait. C'est comme au début là, on cherche l'or dans cette espèce de grotte de données. C'est un peu nouveau, un petit gold rush, on pourrait dire. Et donc là, notre petit exemple de gold rush, c'est savoir si certaines liaisons pourraient être faites avec des trains plutôt qu'avec des avions. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, on a deux types de données. On a d'une part, comme j'ai dit, les aéroports. Donc là,
Donc là, moi, j'emmène un peu mon interprétation à ces données brutes. Donc là, par exemple, concrètement, c'est un fichier CSV. Il y a juste c'est des lignes de texte. Voilà. Et maintenant, si j'amène mon interprétation dessus, je sais, par exemple, que ça, là, dans cette colonne, il y a 4 lettres et c'est l'identifiant de l'aéroport. Et ça, en identifiant une ligne, ça me permet de mélanger ça à des autres données que je vais montrer après. Mais ce qu'il y a dans ce fichier-là, c'est que pour chaque identifiant, je vois quel aéroport c'est. Par exemple, ça, c'est Friedrichshafen. Bon, là, du coup, c'est des données suisses parce que je travaille en Suisse. Donc, vous avez surtout des aéroports qui sont en Suisse. Et vous avez les coordonnées géographiques. Voilà, ça, c'est une source de données. Et l'autre source de données, elle est là. C'est en fait une liste, donc ça c'est un autre format qui s'appelle JSON, où on voit pour chaque aéroport, on peut aller, on a un aéroport de départ et on a un aéroport d'arrivée. Donc en fait, ça nous permet de voir les liens entre les différents aéroports. Et en prenant ça, ces quatre lettres, on peut lier ces données aux autres données en fait. Alors justement, ça c'est la partie, si vous voulez, interprétation. Si on n'a pas ce contexte, on ne sait pas qu'on peut faire ça ou qu'on doit faire ça. Et donc du coup, dans ce petit tuto exemple que j'ai fabriqué, on va prendre ces deux sources de données, les mixer ensemble à l'aide de ça. Donc je peux par exemple faire un exemple. Ça a été... je travaille souvent dans Berne et le ZB, et bizarrement, il a une abréviation super bizarre, LSZB pour Berne, mais en fait, je pense que c'est parce que c'est un aéroport minuscule, en fait. Et du coup, ben là, je vois que c'est Berne, et maintenant, si je pars de Berne, je sais que c'est LSZB, et si je vais voir dans les autres données, je peux aller voir, OK, de LSZB, où est-ce que je peux aller? Je peux aller de LSZB à EDNY, je peux aller de LSZB à LSZB, ce qui ne sert pas à grand-chose. Je peux aller qu'est-ce qu'on a d'autre? LSZB, LSZIB, etc. Donc, en fait, il y a juste c'est un peu ça ce qui se passe. Et vous pouvez vous imaginer, si on fait ça de manière manuelle, et si on traverse ce fichier, on en a pour des jours et des jours. Et l'idée de ce logiciel, c'est de faire ça de manière automatique, en fait. On lui dit juste, et en fait, on lui crée un fichier qu'on appelle de configuration. On lui dit juste, écoute, voici tes données de base. Donc, en fait, les données de base, elles sont sur ce site Internet. Voici les connexions des aéroports. Voici le fichier avec les aéroports. Et en gros, on lui explique comment mixer ça. Et le résultat, c'est ça. C'est en fait qu'on a eu pour chaque... Donc du coup, on s'est focus sur Berne, LSZB. On a plusieurs lignes de Berne à où est-ce que je peux aller. Donc de Berne à Friedrichshafen, de Berne à Palma, de Berne à Zweisimmen, etc. Et en fait, on a calculé la distance entre Berne et Palma, Berne et Friedrichshafen, etc. Donc la distance, on l'a là. Donc on a par exemple de Friedrichshafen, c'est 173 km/h, Palma, c'est 900, Zweisimmen, c'est 40, etc. Et on a fait un petit calcul pour dire est-ce que ça pourrait être fait avec le train? Oui ou non? Et on s'est dit arbitrairement, si c'est éloigné de moins de 500 km, ça pourrait être fait par le train. Et donc on a oui, partout, ça pourrait être fait par le train, sauf pour Palma. Bah, c'est loin et en plus il y a de l'eau, donc c'est difficile. Et voilà, c'est nul, ça va être difficile. Mais il y a des trains qui vont sur les bateaux, hein, mais ça c'est. Ouais, il y a certains trains, par exemple pour aller en Sicile, ils mettent le train dans un bateau et tu continues ton voyage dans le bateau, dans le train. Et à une époque, il y avait des trains qui roulaient sur l'eau. Sur des ponts sur l'eau, comme les fêtes. Non, les DKs aux États-Unis, elles étaient toutes connectées, un peu comme dans Walt Disney. Mais en fait, du coup, Excel, c'est un logiciel de traitement de données à petite échelle. Enfin, ça fonctionne comme... Oui, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça.
Ça peut être n'importe quel sujet ou c'est toujours. Oui, ça peut être n'importe quoi. Oui, oui bah, les données, c'est justement en fait, c'est toi qui apportes le sujet en fait à la donnée. La donnée, elle a pas de contexte. Tu apprends plein de choses, tu traites plein de choses différentes. Ouais, c'est ça, ouais. Savoir sur quoi tu travailles. Oui, exactement. Bah, c'est un des trucs que je trouve intéressant, c'est que ça permet un peu d'avoir un aperçu de différents domaines en fait, de comment différents domaines fonctionnent, de quoi comme données existent dans différents domaines, quel type d'informations. Et c'est toi qui as créé l'outil? Je contribue à l'outil. Je ne l'ai pas créé tout seul. C'est pas un quiz sur les trains vers machin, c'est Ce serait gentil un coco. Hein? Si on te fait un quiz sur les trains entre Berne et... Normalement, t'es calé, quoi. Ah ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup, voilà, c'était un peu ça le guide que j'ai écrit pour un peu apprendre à utiliser cet outil. Sinon, je retourne un peu dans la présentation, sauf si quelqu'un a une question. Je crois que vous êtes un peu endormi avec mes fichiers. Voilà. Voilà, en fait, j'en reviens un peu à cette image-là. Donc, en fait, à cette image de data mining, forage de données, prospection de données, fouille de données, c'est un peu ça ce qu'on fait, un peu, si vous voulez. Et voilà, maintenant je vais parler des problèmes qu'on a avec ça parfois. En fait, justement, comme on a établi, par définition même, en fait, l'information est subjective. Et l'IA doit être entraînée avec de l'information, et qui dit information dit interprétation, dit biais. Et il y a plusieurs exemples comme ça, anecdotiques, qui montrent un peu ce qui se passe quand donc en fait, une intelligence artificielle, Clément il va expliquer ça encore un peu mieux, mais c'est en fait, tu lui donnes des données, tu lui fais apprendre et extraire des modèles de ces données, et c'est comme ça qu'elle devient, si vous voulez, intelligente. Et donc tout se joue sur les données qu'on lui donne au début. Et puisque les données de base sont subjectives parce qu'on les a interprétées et qu'on les a transformées en informations, si vous voulez, il y a souvent des problèmes d'interprétation et de biais. Certains exemples que j'ai trouvés, c'est par exemple Amazon, là il n'y a plus l'image, mais en fait Amazon avait commencé à utiliser une IA pour automatiquement décider s'ils vont embaucher quelqu'un ou non. Et ils l'ont entraîné avec ce qu'ils avaient comme données. À chaque fois qu'ils ont embauché quelqu'un, ils ont dit ah oui, ils ont collecté des informations sur les personnes là. Et le problème, c'est que dans la tech, il y a plus d'hommes que de femmes. Et en fait, ça a biaisé le système et ça a fait que l'intelligence artificielle était en fait biaisée et rejetait souvent les femmes automatiquement, mais juste comme ça, parce que les données de base étaient biaisées. Et du coup, ils ont dû arrêter leur truc et ils sont passés à autre chose. Ils avaient un mini scandale. Et autre exemple, c'est que les systèmes ils peuvent être du coup racistes aussi, non seulement gender unequal, mais aussi racistes dans le sens qu'il y avait des caméras je ne me souviens plus de la boîte. Je crois que c'était du coup c'était HP, ouais. Il y avait un truc sur Twitter aussi qui était devenu raciste, Ouais. Ça fait que répéter les problèmes d'avant, parce que comme tu montrais avec l'embauche, c'est simplement, ça répète les mêmes codes. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a un révélateur. Ouais, voilà,
Oui, oui, justement, c'est souvent un miroir de la société, en fait. Ça produit, en fait, ce qu'en tant qu'humain, on lui donne, en fait. Et du coup, il y a aussi un débat là-dessus, comme quoi il y a tellement de romans dystopiques sur le futur, sur les méchantes intelligences artificielles, que tu as peut-être aussi l'intelligence artificielle qui lit ça et qui se dit « Ah, mais en fait, je suis quelqu'un de méchant ». C'est aussi une des théories qui se pose. Ah. Tu viens de lui prêter une intention. Tu viens de prêter une intention à cette machine. Ah, pas forcément une intention, mais en fait, elle simule un peu, elle répète ce qu'elle voit. En fin de compte, elle va juste à chaque fois essayer de deviner le mot qui statistiquement est le plus probable de venir. Mais plus qu'une intention, c'était presque une conscience de soi. Oui, mais là, j'ai imagé, oui, j'ai imagé. On n'en est pas encore là. Comme dit Clément, il va expliquer ça de manière plus précise. Mais et un autre truc que je voulais montrer par rapport aux données, parce que c'est un exemple concret dans mon travail que j'ai rencontré. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà fait des vidéoconférences. Et il y a par exemple Teams qui a des filtres. Donc vous pouvez mettre des effets pour cacher ce qu'il y a derrière vous, parce que peut-être vous êtes dans votre chambre, dans votre salle de bain, je n'en sais rien, et aux toilettes, et donc du coup vous ne voulez pas montrer ça aux autres. Ah, t'as mis une maison là? Ouais. Oui, pas besoin de fond. Bah oui, t'as plein de trucs. Est-ce que si quelqu'un passe derrière... Ouais, ben justement, en fait, on en arrive là, en fait. C'est justement ça que je voulais dire. En fait, comment ce système, il détecte qu'est-ce qu'il doit enlever et qu'est-ce qu'il ne doit pas enlever. Comment est-ce qu'il fait ça? En fait, il fait de la facial recognition, reconnaissance faciale, et après le reste, il dit, ça va appartenir à son corps, oui et non. Et j'avais un collègue de couleur de peau noire, et ça n'a pas détecté sa tête. Et donc, du coup, quand lui, il allumait ça, on ne voyait plus rien. Bon, lui, il a pris en rigolant, mais c'est assez chaud, quoi. Les filtres sur Instagram aussi, les filtres où là, ça te met des trucs, du maquillage ou quoi, ça marche pas sur les personnes noires. C'est ça de nouveau. En fait, c'est l'histoire. Pour se laver les mains, ils détectent pas les mains noires. Enfin, c'est horrible. En fait, il y a plein de trucs dans nos techniques. Ouais, et souvent, c'est pas. Le distributeur de savon, il est raciste. Oui, mais justement. J'entends notre mot, il est vraiment absurde. Genre, même le distributeur de savon, tu peux dire authentiquement qu'il est raciste. Voilà, ça, c'est des exemples. Il y a aussi des trucs de pansement. La couleur du pansement, mais ça, c'est autre chose. Ça ne parle pas de données. Et sinon... Voilà, jusqu'aux chaussons des balais, les petits rats. Les quoi? Les petits rats black, ils n'avaient pas le droit aux chaussons. C'est quoi les petits rats? Les danseurs à Paris. Classique. Ah ouais? Les chaussons de danse, ils sont roses, beige. Ouais. Et la première a eu du mal à trouver sa première. Mais c'est encore un autre. C'est pas encore dans la donnée. C'est vrai que là, on est plus dans la donnée. Les danseurs du ballet s'appellent des petits rats. À Paris, dans l'école, les petits rats. Les rats de l'opéra. C'est bizarre. Bon, bref. Ouais, j'ai plus que 2 slides. C'est pas une petite fille qui rêvait d'être un petit rat de l'opéra. Et donc, du coup, ce que j'ai encore, c'est un autre exemple, un peu, on va dire, moins polémique, on pourrait dire. C'est un exemple de mon travail. Donc, en fait, pour donner un peu de contexte, j'ai fait du data engineering pour une entreprise de transport public suisse. Et si vous voulez, le logiciel que j'ai entretenu et étendu, il servait à déterminer la distribution d'argent public pour financer les différents transports publics. Donc en gros, ça disait telle compagnie reçoit tant d'argent, telle compagnie reçoit tant d'argent. Et ça, pour un cas précis, on l'avait fait à la base de nombre de kilomètres parcourus. Parce qu'en fait, imaginez-vous, il y a une ligne, je n'ai pas pris la vraie ligne, pour ne pas dire de nom, mais imaginez-vous qu'il y a une ligne qui fait Lyon-Limoges, elle existe celle-là, et qu'il y a 2 compagnies de transport rivales.
Et on a eu les données de qu'est-ce qu'ils ont eu comme train, qu'est-ce qu'ils ont transporté comme personne. Et maintenant, avec ça, on est censé dire OK, toi, tu reçois tant d'argent, et compagnie A, tant d'argent, compagnie B, tant d'argent. Et en fait, notre système, il avait un bug, si vous voulez. Il a fait un truc. Il a calculé un truc vraiment faux. Et du coup, la compagnie B a reçu beaucoup moins d'argent qu'elle aurait dû. Du coup, elle s'est plainte. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, là, mon job, c'est d'aller fouiller dans les données et dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait une interprétation fausse sur les données. C'était qu'on partait du principe que toutes les données qu'on recevait, c'était des transports de passagers, ce qui n'était pas le cas. On a reçu aussi des transports de frais et des trains vides, etc., qui, du coup, pour aller de Limoges à Paris, ne sont pas allés directement, mais qui ont fait ça, par exemple, qui sont, par exemple, passés par Paris, qui ont fait des gros détours. Ils ont fait le tour de tout le pays parce que ce n'était pas nécessaire d'aller vite. Le fret, tu le distribues d'une autre manière qu'avec les transports publics, les personnes. Et du coup, notre algorithme, du coup là, ce n'était pas une intelligence artificielle, c'était un algorithme classique où on dit si tu as ça, tu fais ça, si tu as ça, tu fais ça. Et ce qu'il faisait, en gros, c'est qu'il faisait la somme des kilomètres parcourus. Il disait, compagnie A a parcouru en tout 1000 km, compagnie B a parcouru seulement 800 km. Ah bah tiens, compagnie A, tu vas recevoir un peu plus. Sauf que du coup, là, on a pris en compte les mauvaises données. On a pris en compte aussi les données qui n'ont rien à voir avec les passagers. Et donc, du coup, si vous voulez, c'était... Du coup, là, on avait la donnée manquante, c'était savoir est-ce que c'est un train passager ou pas. La compagnie qui a eu le plus d'argent, c'est celle qui avait envoyé donner du frais? Ouais, justement, oui. Ça se trouve, ça fait Justement, d'ailleurs, on a fait la blague. Justement, on a fait la blague ensuite. En fait, il suffit que tu fasses des liaisons comme ça improbables pour te faire beaucoup d'argent. Mais du coup, ça c'est un exemple de quand il manque de la donnée, quand elle est pas quand tu pars sur des bases fausses, tu peux arriver sur des trucs complètement fous et tu peux passer. Du coup, là, je crois que j'en avais passé 2 jours à trouver ça. Et voilà, c'était un peu un exemple. Voilà. Et du coup, dernier petit point encore. Voilà, j'ai surtout parlé des trucs qui sont. Enfin, au début, surtout, je parlais de trucs que je trouve qui étaient un progrès avec les datas. Mais du coup, là, je parle un peu des problèmes et de. En fait, souvent en Allemagne, ils utilisent le symbole d'un kraken pour parler de compagnies comme Facebook, Google, etc., qui collectent vos données. Ah oui, vraiment? Si, c'est vrai, le kraken. le kraken tentaculaire qui prend l'Europe. Mais c'est aussi une. Oui, c'est aussi une entreprise. Oui, c'est une entreprise aussi qui existe. Ça. Mais en gros, voilà, ce que je pense que vous savez déjà, ils récoltent toutes vos données parce qu'en fait, data is the new gold. Justement, c'est que ils se font de l'argent en vendant vos données personnelles. Et il y a aussi un dicton qui dit que dès que tu ne payes pas pour un produit, c'est toi qui es le produit. Ou alors on pourrait dire, pour les services de Google, etc., vous ne payez pas avec de vos euros, mais avec vos données, en fait. C'est ça ce que vous donnez. Oui, par exemple, moi, je fais ça des fois. Exprès, j'écris des trucs faux pour un peu biaiser, genre la date de naissance, ils n'ont pas forcément besoin de la connaître. Ouais. Ouais. Est-ce que celui qui a plein de données, il pourrait faire une monnaie à partir de ces données? Est-ce qu'il pourrait en faire un étalon comme l'or? Puisque tu dis c'est le nouveau or. Est-ce que ça peut avoir une genre un donné, ça? Oui, en fait, celui qui a le plus de données, il peut avoir la crypto-monnaie. C'est un peu la crypto-monnaie mondiale. C'est un peu comment Google et Facebook et tout ça, ils fonctionnent. Ils convertissent ta donnée en pub et du coup en euros. C'est un peu.
Mais je suis certain que quelque part sur un dashboard, il y a ce type de données vaut autant. Je suis certain que ça doit exister quelque part plus ou moins, non? Je sais pas. Un Big Mac et tout. Voilà. Voilà. C'est difficilement mesurable parce que d'avoir des meilleures données, ça améliore l'algorithme. Et du coup, les publicités sont plus ciblées encore. Oui, les données sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça en plus, c'est ça que je veux dire, qu'est-ce qu'une bonne donnée, etc. Et que mon nom et mon adresse, ou ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et comment ça améliore l'algorithme, c'est un petit peu difficile à mesurer parce qu'en plus ça améliore. Je sais pas, tu as ce type de données en plus, peut-être sur les CSP+, du Pays Basque, tu vas un peu mieux cibler, et du coup tu vas pouvoir monter tes prix parce que du coup, en gros, plus les gens achètent par rapport à la pub qu'on montre, plus on peut vendre cette pub chère. En gros, c'est ça, de manière générale. Et du coup, pour qu'ils achètent de manière plus sûre, il faut que ça soit les mieux ciblés. Il faut avoir les meilleures données. Il faut savoir que, je sais pas, dans ce quartier-là, ils vont acheter la dernière trottinette, ce type de personnes, etc. Et ça, plus on a des meilleures données, mieux c'est, mais c'est très difficilement mesurable, en fait. Donc, en général, l'idée, c'est plus d'en collecter un max. Anonymisé, d'ailleurs. Enfin, c'est toujours anonymisé, parce qu'on est obligé par la loi. Maintenant, justement, j'allais en venir. Pour une fois, l'Union européenne a fait quelque chose de bien. Voilà, c'est un peu ça. Mon dernier petit point, c'est que vous avez certainement entendu parler du GDPR, mais en français, j'imagine, c'est à l'envers. C'est peut-être le RG... Ah non, pas tout à fait. RGPD. Du coup, qu'on a inventé... qu'on a fixé un certain nombre de règles sur comment traiter les données, parce que, comme Clément a dit, par défaut, en fait, si vous n'avez pas de règles, vous avez tout intérêt à juste tout collectionner, genre pour envoyer une lettre, autant demander ta date de naissance, parce que tant qu'on y est, pourquoi pas. Alors du coup, c'était un peu la manière de faire, avant qu'il y ait eu ce GRPD. C'est juste, hop, on collecte tout, au cas où, on ne sait jamais, peut-être qu'on va en avoir besoin. Et donc, moi, ça prête aussi, bien sûr, ça, tu peux le ausnutzen, l'utiliser, pas pour envoyer une lettre, la date de naissance, mais peut-être tu collectes des données pour faire autre chose, pour envoyer des pubs ciblées. Et pour un peu limiter ça, l'Union européenne a mis en place ce GRPD RGPD, qui liste justement certaines choses. Et je m'en rends compte professionnellement, ça change beaucoup, ça a beaucoup bousculé en fait, parce que les entreprises, elles ont peur de ne pas l'appliquer parce qu'il me semble qu'il faut payer au maximum, c'est quoi? 5% de ton chiffre d'affaires. Donc, même les Google et tout, ils pourraient se faire niquer. Exactement. C'est pour ça qu'ils font un peu plus attention maintenant à ça et qui vous envoient tout plein de PDF qui vous disent « Regardez là, vous pouvez lire ce qu'on fait de vos données. » En général, on clique, on dit « Next », mais on pourrait lire qu'est-ce qui se passe. Des fois, je le lis, des fois, je me dis « Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça ?» Ces sites-là, ils récupèrent moins de données des Européens qu'ils nous les récupèrent Ouais. des Américains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, oui. Et des fois, ils te bloquent des services aussi. Ils disent « Oh, non, ils sont trop chiants, ces Européens, on va juste pas le faire. » Mais il faut savoir que le RGPD, il a quand même fait jurisprudence. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est assez rare que l'Union européenne fasse jurisprudence. Exactement. C'est une grande victoire. Et donc, du coup, oui, je ne connais pas exactement comment c'est aux États-Unis, mais ce que je sais, c'est que, en fait, c'est très compliqué de faire deux plateformes en même temps et les faire évoluer. Donc, en général, ce qu'ont fait pas mal d'entreprises dans l'économie de coûts, c'est qu'ils ont, pour économiser des coûts, c'est qu'ils ont fait juste une plateforme qui répond au RGPD et qui sont appliquées partout, donc qui donnent les mêmes garanties. D'abord parce que c'est des économies, et ensuite parce que le sens de l'époque, c'est que tous les pays fassent des législations qui, grosso merdo, vont copier le RGPD à des petits détails près, et du coup, pour éviter que, s'ils mettent par exemple, je sais pas, en Indonésie, un truc qui ne respecte pas le RGPD, déjà ça leur coûte plus cher, mais si demain l'Indonésie fait ce genre de loi, ils devront redévelopper le truc d'Indonésie, autant mettre bien du RGPD partout. Surtout que comme c'est anonymisé, ça n'empêche pas de cibler la publicité, puisque en fait tu cibles plus sur T-Mobile, tu cibles sur utilisateur numéro 4500, 200, je sais pas quoi. Et ça a vraiment bouleversé genre, le travail au jour J. Maintenant, à chaque fois, tu dois faire attention. Est-ce que c'est des données personnelles? Si oui, est-ce que je peux les anonymiser? Oui, non. À chaque fois, maintenant, on te demande ça. Et il y a 10 ans, c'était genre, prends tout, allez hop, on s'en fiche.